Bonjour mes chers étudiantes et étudiants des deux filières de biotechnologie végétale et bioanalyse et contrôle, bien sûr inscrits au sein de l'École supérieure de technologie de Genève. Nous avons déjà vu la transcription chez les prokaryotes ainsi que les mécanismes euh, qui sont impliqués dans ce processus. Dans cette visioconférence, je vais essayer de parler un petit peu de la transcription chez les eucaryotes. Eh bien, la transcription chez les eucaryotes, elle présente certaines complexités par rapport à la transcription chez les prokaryotes. Pourquoi? Parce que ce processus il est caractérisé par trois particularités chez les eucaryotes. Alors, la première particularité, c'est que les gènes au niveau des cellules eucaryotes, c'est-à-dire les organismes multicellulaires, il contient des séquences que nous appelons les introns. Alors, les introns, ce sont des séquences d'ADN qui se trouvent au niveau d'un gène de manière assez abondante et assez importante par rapport aux séquences exoniques. Juste un rappel que les séquences exoniques, ce sont les séquences ADN qui sont impliquées de façon directe dans la transcription, c'est-à-dire qui donnent l'ARN messager. Alors à côté de ces séquences exoniques, il y a les introns qui sont très importants. Ce sont des séquences, comme j'ai dit, qui, qui existent au niveau du gène, mais qui n'ont pas un rôle très euh, bien déterminé dans la transcription, et ce qui rend la transcription plus compliquée. Alors, la deuxième particularité, c'est que l'unité de transcription euh, au, niveau, au niveau du gène des cellules eucaryotes produit ce qu'on appelle un ARN messager monocestronique. Monocestronique, c'est-à-dire que une transcription qui donne un ARN messager qui donne une protéine unique, c'est-à-dire une seule protéine. Par contre, nous avons déjà vu chez les prokaryotes, un ARN messager peut donner ou bien produire plusieurs protéines. Nous avons déjà vu l'exemple de l'opéronlactose. Alors, la troisième particularité, c'est que l'unité de transcription chez les eucaryotes, il y a les gènes au niveau il y a un gène au niveau des cellules eucaryotes. Il peut être exprimé en ARN messager dans un type bien spécifique de cellules, c'est-à-dire il va donner un ARN messager, mais qui n'est pas capable de s'exprimer dans d'autres types de cellules. C'est-à-dire dans certaines cellules, un gène il peut s'exprimer, mais il est inhibé dans d'autres types de cellules. Eh bien, la question qui peut se poser, si toutes les cellules d'un organisme multicellulaire contiennent un même matériel génétique, c'est-à-dire un même nombre de chromosomes, et bien pourquoi il y a cette expression d'un gène dans un type de cellule, mais qui ne sont pas dans d'autres. Si je prends par exemple le gène responsable de la production de protéines de gluten qui sont synthétisées de manière assez abondante et importante au niveau des graines, et bien pourquoi cette quantité de protéines n'est pas capable d'être exprimée dans les cellules de feuilles, par exemple, surtout chez les plantes, chez les graminées. Alors une réponse à cette question, bien sûr, une réponse parmi d'autres, c'est que cette expression des gènes est liée euh, à l'architecture de l'ADN. C'est-à-dire que l'architecture de l'ADN joue un rôle important dans l'expression ou bien l'inhibition de certains gènes. Alors je fais juste un petit rappel de, de l'ADN ou bien de l'architecture de l'ADN au niveau des cellules eucaryotes que nous avons dit dans un chapitre que l'ADN il est organisé sous forme de ce qu'on appelle l'hétérochromatine. L'hétérochromatine, c'est quoi? C'est de l'ADN qui est lié à des protéines pour former finalement ce qu'on appelle des nucléosomes, au niveau du chromosome des cellules eucaryotes. Alors, quand
le nombre de nucléosomes est élevé de manière à ce que la densité de nucléosomes au niveau d'une séquence, ou bien de l'ADN d'un chromosome est élevée, comme dans cette région-là, et bien dans cette région-là, il y a des séquences qui sont responsables dans la transcription du gène, c'est-à-dire finalement les séquences promoteurs qui donnent, qui déclenchent la transcription de l'ARN messager. Quand on a une densité élevée de nucléosomes, ces séquences de promoteurs, ils risquent d'être cachées dans cette densité élevée de nucléosomes. C'est-à-dire finalement que l'ARN polymérase ne trouve pas une place pour se fixer sur le promoteur et finalement donc la transcription ne peut pas avoir lieu à cause de cette densité importante de nucléosomes. Par contre, si je prends par exemple cette région-là, là où la densité de nucléosomes est faible, c'est-à-dire il y a peu de nucléosomes, c'est-à-dire que finalement il y a des régions qui sont libres. Ici, il y a un promoteur ici, donc l'ARN messager, il peut se fixer pour déclencher la transcription et donner un ARN messager. Donc ce processus-là pour dire finalement que l'architecture de l'ADN joue un rôle important dans la transcription ou bien l'inhibition du gène. Et c'est cela qui explique la spécialisation des cellules dans l'expression ou bien l'inhibition du gène. Parlons un petit peu maintenant des facteurs de transcription impliqués dans le processus de transcription chez les eucaryotes. Nous avons déjà vu que chez les prokaryotes, il y a un seul type de facteur de transcription qui est l'ARN polymérase, qui est capable de synthétiser tous les ARN. Alors que chez les eucaryotes, il y a trois types d'ARN polymérase. Alors, il y a l'ARN polymérase 1, qui se trouve au niveau de nucléole, qui synthétise la majorité des ARN ribosomiques. Puis il y a l'ARN polymérase 2, qui se trouve au niveau de nucléoplasme, et qui synthétise bien évidemment l'ARN messager. Et puis il y a aussi l'ARN polymérase 3, qui se trouve également au niveau de nucléoplasme, et qui synthétise les ARN transfert et les ARN small nucléiques, ou bien les petits ARN nucléiques. Alors, si on compare la structure de l'ARN polymérase, des facteurs de transcription chez les prokaryotes avec ceux des eucaryotes, alors chez les prokaryotes, ça on l'a déjà vu, que l'ARN polymérase est constitué de 5 sous-unités qui se lient avec l'ADN. Il y a les deux sous-unités alpha, bêta, bêta prime et cinquièmement la sous-unité sigma. Alors chez les eucaryotes, c'est un peu plus compliqué vu que le nombre des sous-unités est plus élevé par rapport aux prokaryotes. Alors ces facteurs de transcription peuvent atteindre 10 sous-unités, voire plus, 12, ou bien encore plus, selon les organismes multicellulaires. Et bien entendu, ces phases de transcription diffèrent d'une espèce à une autre. Alors maintenant, si on compare la structure des ARN polymérase 1, 2 et 3, alors il y a une certaine ressemblance avec les 3, sauf que l'ARN polymérase 2 présente une particularité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une répétition des motifs d'acides aminés, tyrosine, sérine, proline, thréonine, sérine, proline, sérine. Et donc, comptez finalement que c'est une particularité de l'ARN polymérase 2. Voyons maintenant les séquences régulatrices de la transcription chez les eucaryotes. Bien, qu'est-ce qu'il y a dans le gène, dans un gène des cellules eucaryotes? Eh bien, si je commence par cette région-là, ou bien ce point-là, qui est le premier nucléotide signal de la démarrage de transcription, c'est-à-dire qui va donner le premier nucléotide de l'ARN messager. Donc ça, c'est le gène, et ça, c'est le premier nucléotide qui va donner le signal de la transcription. Alors à partir de ce point, il y a deux régions. Alors il y a une région en aval et une région en amont. Alors je commence par cette région en aval. C'est une région
qui contient les exons, là, voilà, en bleu, et les séquences d'ADN, ce qu'on appelle les introns aussi, hein. Donc les exons qui vont donner par la suite l'ARN messager, bien sûr. Et puis il y a aussi des séquences qu'on appelle des amplificateurs, donc qui se trouvent à la fois dans cette région-là et dans la région en amont, ce qu'on appelle les amplificateurs. Alors maintenant, dans la région en amont, il y a ça. Donc il y a cette région-là qui se trouve au niveau de la position moins 30 par rapport, bien sûr, au premier nucléotide. C'est la région Tata Box, ou bien la boîte Tata, hein, qui fixe l'ARN polymérase. Et puis, bien en amont, il y a les régions, les séquences ADN, là, qui sont colorées en marron, qui sont des séquences impliquées aussi dans la transcription par la fixation d'autres médiateurs, d'autres facteurs de transcription. Alors, plus loin, il y a cette séquence-là, ce qu'on appelle les amplificateurs. Alors, cette région-là, c'est une séquence ADN capable de fixer une protéine activatrice aussi de la transcription. Donc finalement, pour dire que un gène, alors constitué d'une région de régulation qui permet de fixation des facteurs de transcription ou bien l'inhibition de transcription, il y a une région qui va donner par la suite l'ARN messager qui va être traduit en protéine. Alors voyons un peu en détail ce qui se passe au niveau d'un gène. Alors voilà un gène. Là c'est donc, comme j'ai dit, la région en aval. Ça c'est la région en amont. Là c'est la boîte Tata qui fixe l'ARN polymérase. Et puis avec les autres médiateurs, avec les autres facteurs de transcription. Alors à côté de la région boîte Tata, il y a cette région-là, l'amplificateur, hein, qui est un site qui va lier une protéine activatrice, qui va participer bien sûr avec tout le complexe des facteurs de transcription dans le déclenchement de la transcription. Alors c'est une région qui se situe plus loin par rapport à la boîte Tata d'une centaine de nucléotides, voire des milliers de nucléotides, mais en réalité, vu que l'ADN se plie sur elle-même, donc cette région-là, donc, elle est pliée de cette façon-là, et que la protéine fixée par cette séquence-là, il se lie, ou bien il s'ajoute avec le complexe de transcription pour se lier et déclencher la transcription. Donc pour dire finalement que les facteurs de transcription, il englobe les générotranscriptions de l'ARN polymérase, les médiateurs, les complexes de remodelage, la chromatine elle-même et les histones acétylases pour aboutir finalement à la transcription. Alors avec ça donc on peut distinguer trois principaux types de séquences promotrices au niveau de l'ADN d'une cellule eucaryote qui sont impliquées dans la transcription, bien la régulation de la transcription. Alors il y a la région, bien la séquence boîte Tata qui fixe l'ARN polymérase. Il y a la séquence PPE, ce qu'on appelle les éléments promoteurs proches, qui sont situés à moins de son nucléotide du site de démarrage. Et puis il y a ce qu'on appelle les cells, ou bien les amplificateurs qui lient une protéine activatrice impliquée aussi dans la transcription du gène. Donc c'est une séquence ADN qui se trouve plus loin par rapport au site de démarrage par des centaines de nucléotides, voire des milliers de nucléotides. Alors essayons de décrire un petit peu cette boîte Tata, qui est une boîte importante dans la transcription, puisque c'est elle qui fixe l'ARN polymérase qui va déclencher la transcription. Eh bien, une étude a été effectuée dans ce sens. Elle a été effectuée sur presque 1000 gènes à partir de cellules eucaryotes.
dans l'objectif de savoir et de connaître la constitution nucléotidique de cette boîte data. Alors, nous avons dit que cette boîte se situe dans la région -30, la région euh, de l'anneau. Et bien, le résultat important de cette étude, c'est que en analysant la séquence nucléotidique, on a trouvé que le premier nucléotide, c'était T, qui présente une fréquence de 83% par rapport aux autres nucléotides. Par exemple, C qui présente juste 10% et 3 à 4 pour A et G. Donc la probabilité d'avoir un TSC, c'est de 83% par rapport au total des gènes ou bien des séquences data qui ont été analysées. Le deuxième nucléotide, donc la fréquence de ce nucléotide-là, il présente 91% d'être AA. Et puis CG, donc c'est nul, peut-être CG. Et 9% pour la TIMI. Le troisième nucléotide, qui est T, donc il présente une fréquence de 100% d'être T, et 0 pour ACG. Et puis pour le quatrième aussi, donc c'est une adénine qui présente une fréquence de 95%. Et ainsi de suite pour les autres nucléotides. Alors c'est pour cela en fait on appelle cette boîte data. Pourquoi? Parce que il est constitué essentiellement de nucléotides T à TA. Donc cette séquence de la boîte data elle est plus générale chez les prokaryotes. Alors, les facteurs de transcription, juste une petite définition de ces facteurs de transcription, ce sont des protéines modulaires qui stimulent ou bien répriment la transcription, bien évidemment en se fixant sur des régions plus spécifiques au niveau de l'ADN, surtout les régions appelant donc, éléments promoteurs proches et les amplificateurs qui sont responsables de la fixation des protéines activatrices. Et puis, juste pour dire que la reconnaissance du promoteur, il applique ces facteurs de transcription qui sont spécifiques et qui diffèrent selon s'il s'agit d'ARN polymérase 2 ou bien 1 ou bien 3. Alors ces facteurs-là, donc, qui sont spécifiques, je prends par exemple l'ARN polymérase 2, donc il y a des facteurs de transcription bien spécifiques à cet ARN polymérase 2. Par exemple, je peux citer le facteur de transcription spécifique pour l'ARN polymérase 2, et puis il y a le type A, B et H. Donc transcription factor for polymerase 2. Et puis il y a les types A, B, H. Pour l'ARN polymérase 2, 1, pardon, il y a des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs TAF, Transcription Associated Factor. Et bien évidemment, pour l'ARN polymérase, il y a des facteurs de transcription 3, les types A et C. Pour l'initiation de la transcription, donc il y a différentes étapes. La première étape, c'est voilà donc la séquence d'ADN, ou bien le gène, avec la séquence régulatrice et la séquence qui donne l'ARN messager. Alors, la première étape, c'est la reconnaissance de la boîte data par le facteur de transcription de D, type D. La deuxième étape, c'est la stabilisation de cette reconnaissance par l'intervention d'autres facteurs de transcription qui sont essentiellement les facteurs de transcription de A et H, et puis B aussi. La troisième étape, c'est la fixation de l'ARN polymérase pour qu'il prenne sa place au niveau de cette région. Et par la suite, alors, une fois l'ARN polymérase bien fixé, les autres facteurs de transcription
se dissocie de ce complexe et l'ARN polymérase, donc initie sa transcription par des réactions de phosphorylation qui vont par la suite additionner les nucléotides dans la séquence d'ARN messager. Pour l'élongation de la transcription, donc il n'y a pas de choses très spéciales qui caractérisent les eucaryotes. Il se fait toujours dans le sens 5' 3' par formation de liaison phosphodiester. Et au fur et à mesure que l'ARN polymérase avance dans la transcription, il y a deux phénomènes qui se produisent. Alors le premier, c'est l'ouverture de la double hélice d'ADN permettant l'avancée de l'ARN polymérase dans la transcription. Le second, c'est le réappariement des deux brins d'ADN après transcription, permettant à l'ADN de se lier à des histones pour former des nucléosomes. Pour la terminaison de la transcription, il diffère d'une ARN polymérase à une autre. Pour l'ARN polymérase 3, il implique des séquences riches en résidus U à la fin de l'ARN. Pour l'ARN polymérase 1, il fait intervenir un facteur protéique qui bloque totalement la transcription. Alors que chez l'ARN polymérase, la terminaison de la transcription est liée à la maturation de l'ARN messager qu'on va voir par la suite. Alors, quelles sont les étapes de la maturation? Eh bien, si je reviens à la structure d'un gène, que voici, donc il y a les deux brins d'ADN, brins sens et matrice, avec les séquences exoniques en rectangle et les introns ici. Alors, après transcription, le gène va être transformé en ARN pré-messager, qui contient toujours les séquences exoniques et les introns ici. Alors, la maturation de l'ARN pré-messager en ARN messager se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la formation de la coiffe de protection au niveau de l'extrémité 5' de l'ARN messager. La deuxième étape, c'est la modification de l'extrémité 3' de l'ARN messager, c'est-à-dire la fin de l'ARN messager. Regardez bien que la fin du gène, c'est à ce niveau-là, qui est représenté ici, au niveau de l'ARN messager. Mais cette région-là, il est ajouté après la transcription, donc c'est modification de l'extrémité 3' de l'ARN messager. La troisième étape, c'est l'élimination des introns, c'est l'épissage de l'ARN messager pour que finalement l'ARN messager soit formé uniquement des exons qui vont donner une protéine bien déterminée. Alors pourquoi la maturation? Alors, la maturation de l'ARN messager joue un rôle très important dans la migration de cette molécule vers le cytoplasme pour être bien stabilisée au niveau de l'extrémité 5' et bien sûr pour favoriser l'initiation de la traduction. Alors toujours je reviens pour dire que la structure du gène est constituée des exons, ici en rouge, et des introns. Et puis, au niveau des régions 5', 3', il y a de petites séquences constituées d'une région, ce qu'on appelle des régions non traduites, untranslated region, qui ne vont peut-être pas traduire sous forme d'acide aminé. Alors la première étape de la maturation de l'ARN messager, c'est la protection par coiffe à l'extrémité 5' de l'ARN messager, ce qu'on appelle le CAPI. Alors de quoi il s'agit cette coiffe? Alors la coiffe est formée par l'ajout d'une guanosine méthylée au niveau de l'extrémité 5' de l'ARN messager. Alors voici mon ARN messager, et là c'est le premier nucléotide, le deuxième, et ainsi de suite pour le reste de l'ARN messager. Alors le guanosine, il va s'ajouter, ou bien il va se lier avec le premier nucléotide de l'ARN messager. Et bien évidemment, il va libérer deux groupements phosphate pour former finalement des liaisons 5' au niveau de l'ARN messager. 5', c'est-à-dire que le ribose du nucléotide de guanosine, si je commence le comptage de 6, donc voilà le premier carbone, le deuxième, troisième, quatrième et le cinquième carbone du ribose de guanosine qui va se lier avec
le cinquième carbone du ribose du premier nucléotide de l'ARN messager. Alors l'étape suivante, c'est la méthylation, c'est l'ajout, l'addition de groupements méthyle au niveau de l'azote 7 du guanine, formant le guanosine. Alors cette méthylation se fait via une enzyme méthyltransférase. Alors finalement, j'ai une coiffe à l'extrémité 5' de l'ARN messager. La deuxième étape, c'est la modification de l'extrémité 3' de l'ARN. Alors, donc si je reviens toujours à la séquence d'ADN au niveau du gène, alors à la fin du gène, il y a cette séquence-là d'ADN, ce qu'on appelle une séquence signal de poly A. Alors une fois elle est transcrite, au niveau de l'ARN messager, cette séquence elle est reconnue par deux facteurs protéiques qui sont la CSTF et la CPSF. Alors ces deux facteurs protéiques ils vont jouer un rôle très important dans la terminaison de la transcription. Alors, une fois l'ARN polymérase il s'arrête, ces deux facteurs protéiques ils vont faciliter l'intervention d'une enzyme endonucléase spécifique qui va couper l'ARN messager à ce niveau-là. Alors une fois coupé, nous avons déjà l'ARN messager libre. La protéine CSTF va être libérée. Et puis il y a intervention d'une autre enzyme, c'est la poly-A polymérase qui va s'ajouter à ce complexe et qui va permettre d'ajouter des motifs adéniques au niveau de l'extrémité 3' de l'ARN messager. Hein, ce sont des nucléotides A qui vont s'ajouter à l'extrémité 3' et qui vont permettre la stabilisation de l'ARN messager au niveau de cette région-là. Voilà, donc une fois le motif poly A est terminé, donc l'ARN messager est prêt à sortir du noyau. La troisième étape de la maturation de l'ARN messager, c'est l'épissage, qui consiste en une étape de élimination des intrants qui rentrent dans la constitution de l'ARN messager. Bien sûr, après formation de la coiffe de protection au niveau de la région 5' et l'addition de la queue poly A au niveau de la région à la fin de l'ARN messager dans l'extrémité 3'. Alors maintenant, si on fait un zoom au niveau d'une séquence de l'intron, on va voir que cette séquence est constituée de trois parties importantes. Alors la première partie, c'est celle-là, le borne 5', constitué souvent par deux nucléotides G et U. La deuxième partie se situe ici, dans l'extrémité 3' de la séquence, et qui est souvent constituée par deux nucléotides A et G. La troisième partie est représentée par l'adénine et qui se trouve quelque part au milieu de la séquence. Et dans le rôle, donc on va le voir par la suite parce que ce site-là, c'est un site de branchement qui va jouer un rôle très important dans l'épissage de l'ARN messager. L'épissage de l'ARN messager il se fait selon deux processus. Alors, il y a le processus le plus simple, c'est celui de l'auto-épissage, qui consiste tout simplement à une formation d'un boucle au niveau de la séquence intronique, qui va, suite à une réaction d'autocatalyse, il va libérer l'intron et permettre la liaison de l'exon 1 avec l'exon 2 pour former un ARN messager mature. Le deuxième type d'épissage, c'est spliciosome, qui consiste à un complexe formé à la fois de protéines et de petits ARN nucléiques. Ce complexe qui va catalyser des réactions pour éliminer les séquences introniques et permettre les exons de faire des liaisons entre eux pour former un ARN messager mature. Essayons maintenant d'expliquer un petit peu les étapes de l'épissage quand il s'agit d'un épissage par spliciosome. Alors comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, l'épissage par spliciosome implique un complexe qui est
former à la fois de protéines et des petits ARN nucléiques dont on a plusieurs types. Donc il y a U1, U2, 4, 5, 6, etc. Alors l'association de ces protéines avec les petits ARN nucléiques forme ce qu'on appelle les SNRNP. Donc c'est SNRP. Dans cet exemple-là, nous avons deux exemples de SNRP, SNRP-U1 et SNRP-U2, qui vont participer dans l'épissage de l'ARN messager. Alors, comme je disais tout à l'heure que l'intron est constitué de deux bornes, alors SNRP-U1, il va se fixer au niveau du borne 5' de l'intron pour couper cette liaison de l'intron avec l'exon 1. Alors, une fois coupé, l'extrémité 5' constituée de la région GU, il va se lier avec ce site de branchement, ici, pour former un boucle. Alors, sous l'action de SNRP-U2, aussi, il va couper cette liaison au niveau de l'extrémité 3' de l'intron avec l'exon 2, et comme ça, donc, l'intron est libéré pour laisser donc finalement la formation d'une liaison entre l'exon 1 et l'exon 2, aboutissant à la maturation de l'ARN messager. Alors une fois l'ARN messager devient mature, il est immédiatement transféré vers le cytoplasme pour être traduit sous forme de protéines. Alors ce processus de maturation de l'ARN messager n'existe pas chez les prokaryotes. Alors chez les prokaryotes, on a dit que la transcription et la traduction se font de manière synchronisée, puisque le chromosome, les ribosomes et l'ARN messager se trouvent tous dans le cytoplasme, et donc le processus se fait en synchronisation. Par contre, chez les eucaryotes, il y a un noyau qui entoure le matériel génétique, et donc une fois l'ARN messager devient mature, il sort du noyau vers le cytoplasme pour être traduit sous forme de protéines.